bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Éric Dinquian, je suis professeur de cinéma à 3IS et je suis aussi organisateur des masterclass. Donc, ce sont des programmes récurrents à raison d'un rendez-vous de masterclass par mois sur les différents thèmes de nos formations à 3IS. Donc, avec mon collègue Thierry Perrault des jeux vidéo, quand on a réfléchi au programme et au planning des masterclass, très vite, on a voulu aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, je pense qu'on y est beaucoup soumis. Peut-être qu'on tâtonne avec de notre côté. En tout cas, sur des fils de presse et d'actualité, on a beaucoup d'informations. Est-ce que c'est une information juste ou pas? Et c'est une information, on ne va pas se mentir, qui est assez anxiogène par rapport à nos métiers créatifs, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans les autres métiers, comme les métiers du scénario ou plus largement du cinéma. Donc, on va commencer ce premier numéro avec ce thème de l'intelligence artificielle dans les métiers créatifs et le jeu vidéo avec notre invité, Xavier Thual. Merci. Bonjour à tous, merci de me recevoir en tout cas. Donc, Xavier, tu es spécialiste de l'IA, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots? En quelques mots, donc, je suis Xavier Thual, je suis le directeur artistique et réalisateur chez Microïd Studio Paris. J'ai fait une formation traditionnelle Saint-Luc, illustrateur, donc j'ai fait Saint-Luc Tournai et Saint-Luc Bruxelles. Voilà, après je suis arrivé tout de suite dans le jeu vidéo à l'époque de la PlayStation 1, ça ne nous rajeunit pas. Voilà. Et puis après j'ai fait des tours sur plus sur du film institutionnel, des grands comptes. J'ai travaillé pour des grandes compagnies, Audi, Renault, voilà, et toujours avec un caractère événementiel, réalité virtuelle, voilà. Et donc ils avaient toujours ce côté un peu recherche et développement. Puis après, je suis revenu à mes premiers amours, qui est le jeu vidéo, voilà. Et j'ai travaillé là dernièrement sur Siberia The World Before, qui vient de sortir sur toutes les plateformes. Et donc là, j'ai rejoint Thierry sur la dernière production, donc Flashback 2, où j'ai apporté mon soutien. Quel est ton rapport avec l'intelligence artificielle? Dans nos métiers, surtout dans le jeu vidéo, on est constamment challengé pour se renouveler, pour trouver des nouveaux logiciels, une nouvelle façon de produire les images, une nouvelle façon voilà, d'aller un peu plus loin, parce que l'appétence des joueurs, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles consoles, ils veulent plus de monde immersif. Donc forcément, nous, derrière, ça nous challenge et on est obligé en fait, de se trouver des solutions. Donc souvent, ce que je dis, c'est qu'une prod, c'est quasiment un nouveau logiciel appris, voire 2, voire 3. Donc forcément, quand l'intelligence artificielle arrive, on se dit, de toute façon, c'est une sorte de déformation professionnelle chez nous, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être ce qu'on appelle des early adopters, c'est-à-dire qu'on va les tester. On va essayer de travailler un petit peu, voilà. Donc c'est un peu le Far West au début. On essaie de trouver des solutions et le but, c'est de vous dire un peu mon retour d'expérience en prod sur l'intelligence artificielle. Pour déjà commencer cette masterclass, cet échange de manière claire, peut-être qu'il est nécessaire de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'intelligence artificielle d'abord dans le jeu vidéo, parce que c'est sûrement pas la même chose ailleurs? L'intelligence artificielle, il y a deux aspects en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on a le côté dans le jeu vidéo qui est en gros comment reproduire les réactions humaines de manière situationnelle. Au début, c'était des simples scripts, puis ça s'est complexifié avec des algorithmes pour avoir de plus en plus de rapports comme si on était avec des humains en fait, en face de nous. Donc ça, c'est une première partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est un terme un peu galvaudé, je vous l'accorde. Après, l'intelligence artificielle au cœur du jeu vidéo maintenant, ce qu'on commence à mettre en place, c'est ce qu'on appelle des large language models qui nous permettent en fait d'avoir un comportement encore plus fin basé sur un algorithme qui est nourri par énormément de bases de données. Et c'est ce qui va nous permettre, vous avez peut-être dû voir passer, NVIDIA qui a commencé à mettre en place des PNJ qui avaient des comportements assez bluffants, parce qu'on pouvait essayer d'aller le challenger pour essayer d'aller lui parler, lui poser des questions, et il avait toujours une sorte de comportement un peu humain, voilà, et c'était assez impressionnant de voir ça. Et ça, justement, c'est basé sur les nouvelles technologies. Donc, l'intelligence artificielle, on a vraiment deux aspects dans le jeu vidéo, c'est vraiment ce côté-là, et aussi le côté production. Donc, on va s'aider de l'intelligence artificielle pour produire des images, pour corriger le code,
pour potentiellement et, voilà, nous aider à écrire. Donc forcément, on est obligé de commencer à en mettre en place ces outils, même si on sait très bien que la législation court après ces outils pour le moment. Donc c'est un peu, mais on est obligé de prendre le train en marche parce que il y a bien un moment où ils vont statuer sur cette législation et on sera à la page à ce moment-là. Et aujourd'hui, on l'utilise dans quel métier le plus souvent? Il y a un métier en particulier dans lequel on pourrait dire on utilise plus l'IA que dans un autre. Bah là, pour le moment, moi, j'ai envie de dire plus mon domaine dans l'image, forcément. Mais je ne suis pas objectif. Mais je sais qu'il y a beaucoup de devs qui s'en servent pour corriger leur code. Donc ça sert énormément. Donc je dirais dev et image. On entend beaucoup parler de l'IA dans le domaine du cinéma aussi, avec les comédiens et les scénaristes. Peut-être on l'abordera en détail un petit peu plus tard, mais la question c'est, est-ce que c'est la même IA que dans les jeux vidéo ou est-ce que c'est encore des choses différentes? Parce qu'on fait des fois des fourre-tout avec ce terme. Ah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, l'IA à la base, on parle surtout d'OpenAI qui permet en fait de décliner les large language models, ce qu'on appelle les large language models. Mais c'est le même principe, tout est basé sur le même principe, c'est-à-dire et c'est pourquoi ça s'est développé maintenant, puisque les puissances de calcul nous permettent énormément de pouvoir faire travailler ces modèles-là, et derrière de pouvoir les appliquer à ce que ça soit de la vidéo, du son, de l'image, du code. Voilà, donc, et ça s'est démocratisé. Les outils ils se sont démocratisés et c'est pour ça que maintenant tout le monde en parle. Parce qu'il y en avait déjà un petit peu avant, mais c'était quand même très rudimentaire et il fallait vraiment être un technicien pour vraiment arriver à s'en servir. Alors, à propos de s'en servir, est-ce que l'on peut, simplement en vulgarisant aussi, expliquer le fonctionnement d'une intelligence artificielle? Parce que on voit parfois des démonstrations techniques, je pense notamment à la démonstration de Photoshop avec un spot de pub ou avec un petit lasso et en écrivant un mot-clé, et là tout d'un coup il y a tout qui change sur un claquement de doigts. Tu peux expliquer plus précisément comment ça fonctionne, comment ça se nourrit et comment après ça s'utilise en tant qu'outil? Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment techniques de comment se crée une image artificielle, mais il faut savoir que c'est plus basé sur de la probabilité. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît une image qui a été créée par intelligence artificielle ou pas. C'est parce qu'ils peuvent arriver à déterminer la probabilité que cette image-là a été faite par une IA. C'est-à-dire que il va aller chercher dans ce large language model par exemple, quand on veut créer un chien, il va aller regarder tout dans sa base de données, tous les chiens qui ont été faits, toutes les images de chiens, et ils vont s'apercevoir en fait des points de correspondance. Donc forcément, quand il veut recréer une image de chien, il va aller taper tous ces points de correspondance. Et ça, des algorithmes peuvent déconstruire ce système-là pour dire, bah là, en fait, par exemple, une image a été créée à 80% par une intelligence artificielle. Donc c'est un petit peu comme ça, mais en fait, si vous voulez, c'est pas vraiment très intelligent, c'est juste prédictif. Il va aller au plus simple pour lui, au plus évident. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'IA, elle est un peu partout aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose d'assez généraliste? Ah oui, là, en fait, on n'a que la partie émergée de l'iceberg avec Midjourney ou avec OpenAI qui a fait ChatGPT. Mais en gros, vous en avez pléthore et c'est même pire que ça. C'est que je pense que tous les jours, vous avez de nouvelles IA qui se créent, des nouveaux logiciels qui se créent pour résoudre des problématiques. On parlait du storyboard, on parlait du son, on parlait de l'animation faciale, on parle de l'animation traditionnelle, de créer les alentours d'une image, par exemple image to image, ce qu'on appelle de l'image dans l'image. Donc en fait, la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on connaît, mais il y en a plein de sous-domaines qui se créent quasiment tous les jours. Donc on va en avoir et ça infuse de partout. Maintenant, les moteurs de recherche vont en avoir, par exemple Bard, le dernier outil de Google. Vous allez en avoir dans vos boîtes mail, vous allez en avoir absolument partout dans les Excel. Moi, par exemple, j'utilise Miro depuis très longtemps. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle dans Miro. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est quand tout va se reconnecter les uns aux autres. En fait, c'est quand il y aura un protocole, on va dire, qui va fédérer tout le monde, et ça va permettre en fait d'avoir des synergies entre chaque domaine d'intelligence artificielle. Mais oui, il y en a absolument partout, et ça s'infuse partout.
Là, on va se diriger vraiment sur le sujet des jeux vidéo. On voit que ce qui ressort souvent, c'est le rapport à l'automation. Et là, ça devient un outil qui devient quasiment obligatoire. Est-ce que tu peux nous en parler? En tant que créatif, souvent on a des martingales, c'est-à-dire des petites choses sur lesquelles on se réfugie souvent. On se dit, tiens, ça va marcher, cet angle, cette pose, ce personnage, cette colorimétrie. Bah justement, c'est exactement là où l'IA est capable en fait de nous performer, parce qu'elle a bien compris que voilà, la prédictibilité, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle mainstream, parce que voilà, c'est ce qui marche, c'est ce qui est, c'est ce qui est connu, et c'est des petites madeleines de Proust. Donc forcément, lui, l'IA va s'en nourrir. Et c'est là où elle va nous aider, c'est-à-dire qu'elle va nous challenger là-dessus, parce que ça, elle s'en débrouille très bien. Par contre, la gestion du risque, ça, elle ne sait pas faire. Ça, c'est un truc qu'elle ne sait pas faire. Donc, dès qu'on sort de notre zone de confort, en tant que créatif, dès qu'on va pousser un peu plus loin le curseur, là, souvent, on a des monstres ou des choses comme ça. Et c'est là où je pense notre avenir d'artiste et de créatif va se jouer. C'est vraiment au moment où on va sortir de nos sentiers battus et on va aller un peu plus loin que là, ce qu'on sait faire et notre zone de confort. Oui, ça va avoir quelle incidence de manière générale sur les métiers Moi, je suis convaincu que là où l'intelligence artificielle va nous aider, c'est sur l'art accidentel. Moi, je suis assez fan de l'art accidentel. Tommy Ungerer l'a très bien théorisé. Et en gros, si vous voulez, c'est d'aller gratter la couche pour créer des accidents, et cet accident va être intéressant. Quand on fait par exemple des filtres sur Photoshop et qu'on fait défiler les filtres, ceux qu'on n'avait pas forcément prévus, et hop, on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, et ça nous permet de rebondir dessus et d'aller peut-être plus créatif et d'aller plus loin. Donc oui, ça va nous aider là-dessus, l'intelligence artificielle. C'est que ça va nous pousser dans nos retranchements, et tout ce qu'on faisait de manière confortable, elle va s'en charger. Donc on aura plus de temps pour aller plus loin. On va aborder l'IA dans la création graphique. Tu nous as confié une board, si on peut l'afficher, avec certains travaux qui ont été faits par IA. Moi, quand je vois ça, je me pose la question de comment on génère ça, parce que moi, je bricole avec Midjourney, etc. Et ça donne pas du tout ce résultat. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui n'ai pas trouvé la bonne formule dans ce qu'on appelle les prompts, hein, c'est-à-dire les commandes que l'on donne à l'IA, ou est-ce qu'il y a en fait tout un travail que je soupçonne pas, si moi je suis vraiment néophyte? Tu peux nous éclairer sur cet aspect? Oui, il y a un apprentissage du logiciel par des prompts, par des outils, par des gens qui ont testé, par le fait d'aller se former à cet outil, puisque ça reste un outil, donc on se forme à cet outil. Mais il n'y a pas que ça. Je voudrais alerter en fait sur c'est bien beau ces images, mais si on n'a pas l'œil critique, si on n'a pas les bases d'anatomie, de perspective, de couleur, d'agencement, que sais-je, toutes les bases académiques, vous ne pouvez pas créer une belle image. Vous allez créer une image, ok, peut-être, ça va faire un peu illusion, mais vous ne comprendrez pas pourquoi vous l'avez créée, comment l'améliorer. Parce que, en fait, si vous voulez, là, vous arrivez à un niveau 0, et c'est à vous, après, d'aller performer en fait, l'intelligence artificielle pour aller créer tout un tas de choses. Et maintenant, on a de la correction sélective pour corriger en fait, s'il y a des problèmes d'anatomie. Sauf que si vous ne les connaissez pas, les problèmes d'anatomie, quand vous allez présenter à un client, les gens ils vont se dire il est bizarre ton personnage. Ouais, mais c'est joli parce qu'il y a une jolie lumière, parce que la colorimétrie. Ouais, mais il est vraiment étrange ton personnage. Donc il faut bien comprendre que sans base académique, vous pouvez pas faire grand-chose en fait. Donc il faut vraiment pas oublier ça, c'est que le savoir académique, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est pas parce que j'ai fait des dizaines d'années d'études là-dedans que je veux absolument promouvoir ça, mais parce qu'on voit tout de suite la différence. Et on le voyait aussi à l'époque quand les gens arrivaient avec, par exemple, dans la 3D. Il y avait des gens qui faisaient de la 3D, mais qui n'avaient pas de base académique, et ils faisaient des jolis personnages ou des jolis décors. Et puis en fait, on s'apercevait qu'ils ne comprenaient pas le rapport d'échelle. Donc on avait des marches qui faisaient, 50 cm de haut. On avait des poubelles qui étaient trop petites. Et en fait, son image, en règle générale, était plutôt, on va dire, passable. Voilà, ça faisait joli, ça faisait la blague en fait en 3D, parce que vous mettez quelques bâtiments, une lumière, avec un petit rendu. Avec, j'en sais rien, un Verret par exemple, et là tout de suite vous aviez quelque chose d'un peu fin.
Mais quand vous grattez tout de suite la couche, vous apercevez qu'il n'a pas les bases académiques. Et ben, on va avoir les mêmes problèmes aussi avec ça. Donc on le voit tout de suite maintenant quand des gens mettent des images, postent des images sorties du tube. Quand ça trompe personne de voir tout de suite que ça a été fait et pas maîtrisé. Donc là, je vous ai fait un petit panel. L'intérêt de ce panel-là, c'était juste pour vous montrer. Alors déjà, ça a été fait en 2 jours. Voilà. Tout ça, là, c'est moi qui l'ai fait en 2 jours. Donc, c'est juste pas possible, en fait, en termes de production, de pouvoir générer ça. Il me faudrait... c'est juste pas possible, quoi. Pour moi, c'est un Eldorado, parce que je peux vraiment aller tester mes idées et tout de suite les confronter à d'autres corps de métier. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir un accès rapide et efficace à des idées que j'ai dans ma tête pour pouvoir les proposer en interne et en externe. Parce que mon boulot, c'est ça, c'est d'aller vendre des idées et déjà un éditeur pour qu'il le finance. Et après, quand il l'a financé, de pouvoir distribuer ça aux autres corps de métier et qui comprennent là où on veut en venir. Par exemple, le game director. Le game director, si je lui dis que j'aimerais bien faire, j'en sais rien moi, un personnage comme ceci ou comme cela, lui, il va me le caractériser derrière. Il va me dire, voilà, un personnage, comment je le vois aussi. Et rapidement, en réunion, je peux lui faire déjà des propositions de 4, 5, 10, 15, 20 personnages et que tout de suite, on ait la même finalité de la vision. Et il se dit tout de suite, ah non, ça, il est trop dur. Je le voyais beaucoup plus rond, beaucoup plus... voilà, donc on peut beaucoup plus facilement arriver à un résultat et un résultat que tout le monde... on peut se projeter beaucoup plus facilement. Donc c'est pas franchement compliqué pour faire un personnage. On va rapidement arriver à quelque chose d'intéressant avec comment on peut faire, comment on doit commencer avec une IA pour faire un bon personnage de jeu vidéo. Je dirais déjà le caractériser. Parce que souvent, la plupart des gens veulent brûler les étapes. Et ok, ça aide pas non plus, on est d'accord. Mais il faut déjà caractériser un personnage. À la base, c'est l'idée, en fait. L'idée, il ne faut pas l'oublier, c'est une idée, c'est une envie, ça vient d'en bas. Là, ce n'est qu'une, on va dire, une étape jolie, certes, ok, souvent, on aime bien montrer des jolies images et tout. J'ai le bon rôle, hein, donc c'est vrai que j'ai le bon rôle au studio, parce que souvent, des docs de game design ou des docs de scénario, parfois, bon, les gens... Alors moi, j'arrive avec mes jolies images, tout de suite, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Mais au-delà de ça, en fait, il faut avoir une idée, il faut avoir une caractérisation, il faut en discuter avec les équipes, avec les gens avec le scénariste, voilà, avec le game director, comment est-ce qu'il voit le personnage, de faire déjà peut-être aussi, d'aller chercher aussi dans nos connaissances des vieux films qu'on aimait bien, certains personnages, comment ils étaient caractérisés, voilà, souvent on fait une sorte de casting idéal, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se fait un casting idéal, on peut mettre... n'importe quel acteur décédé ou encore vivant qu'on rêverait de mettre dans notre jeu, et parce qu'on l'a aimé dans tel ou tel film. Et déjà, on le caractérise. Après, on fait du benchmark. Voilà, on prend des images du personnage, des photos ou des extraits de films, et on peut les faire mouliner par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que souvent, on dit Midjourney avec des textes, mais il n'y a pas que du texte. Vous pouvez mettre aussi des images. Vous pouvez agencer les images, vous pouvez leur mettre un poids, ce qu'on dit une incidence sur le poids. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que je travaille peut-être avec des images, des photos, mais pas que. Je fais aussi des dessins que je mets aussi dans l'IA, que je fais mouliner. Et après, je mets du texte en plus. Ça me sort des images. Ces images-là, je les redonne à l'IA. Voilà. Le but, c'est de l'emmener un peu par la main. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que Midjourney, je le considère un peu comme un petit enfant génial. Il sait super bien peindre, mais il ne sait pas exactement ce qu'il fait. Voilà. Pour lui, un arbre, ça peut être un saule pleureur, ça peut être, j'en sais rien, moi, un érable, ça peut être ce qu'il veut. Donc en fait, il y a un moment où quand vous allez lui dire quelque chose, ça va revenir comme un effet boomerang. Si vous vous trompez, ou si vous n'êtes pas assez précis, ou si vous n'êtes pas compris, si vous n'avez pas compris comment fonctionne Midjourney, bah c'est là où on arrive sur « Ah, bah, je ne comprends pas. Moi, je fais des prompts, je fais des trucs, ça ne veut pas faire du tout ce que je veux. Et moi, je fais des prompts et j'arrive exactement là où je veux l'amener, voire même, il m'emmène encore plus loin à des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé ou des propositions où tu te dis « Ah ouais,
ça, il y a quelque chose derrière, il y a une bonne matière, et on va l'emmener encore plus loin. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est de créer une synergie avec lui. Donc, si vous voulez créer avec Midjourney ou avec d'autres, il faut le nourrir et il faut le comprendre. Alors justement, tu parles de personnages, mais par exemple dans les jeux, il y a des lignes de dialogue avec des PNJ. Est-ce qu'aujourd'hui c'est convaincant le résultat qu'on peut avoir dans un jeu avec est-ce que déjà il y en a qui sont utilisés? Est-ce qu'on le fait déjà? Un peu, oui. Et est-ce que c'est convaincant? Les lignes de dialogue qui sont certes pourront potentiellement être écrites ou non en fonction de la législation. Voilà, ça c'est un sujet, mais il y aura toujours une porte dérobée parce que les dialogues générés en temps réel, basés sur des LLM, les Large Language Models, forcément, ça va passer par de l'intelligence artificielle. Et quand on va voir le gap entre des personnages de quête qui vont avoir 3 lignes, qui vont se répéter au bout d'un moment, et un personnage dans lequel en fait, vous allez arriver de manière agressive, ou en essayant de le soudoyer, ou en essayant de minauder, ou en essayant d'être plus pushy, et qui va répondre totalement différemment, qui va s'adapter à vous, et vous avez l'impression en fait que c'est quasiment un acteur qui vous parle, un acteur humain qui joue le rôle. Ça va être tellement bluffant, et nous, ce qu'on voit passer, ça devient de plus en plus bluffant, que ça ne pourra pas tenir la route en fait, face à des lignes de script classiques. Donc forcément, et puis en plus, ça va être amené à évoluer, parce que, encore une fois, tout ce que je vous dis là, ça n'est valable qu'à un instant T, maintenant. Bien mal me prendrait d'essayer de deviner ce qui est dans le futur. Maintenant, ce que je vois, c'est ce qu'on constate à l'heure actuelle, et le gap qu'il y a eu en 1 an de temps. Donc, il faut bien se dire quelque chose, c'est que, ok, certes, il y a de la législation, et tant mieux, il faut qu'il y en ait. Maintenant, nous, dans notre domaine de compétences, forcément, comme on fait du temps réel, l'adaptabilité d'un personnage par rapport à... Voilà, ça va le rendre beaucoup plus humain. Et forcément, le gap va être tellement énorme que ceux qui ne l'utilisent pas, ils vont avoir ce côté un peu passéiste, un peu à l'ancienne. Mais bon, il y a peut-être un public aussi pour ça. Mais va avoir un vrai choc technique. Et est-ce qu'on l'utilise aussi pour par exemple, la conception de menus, de choses comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples là-dessus ou pas? Oui. Ça se faisait pas mal. Maintenant, de toute façon, toutes les IA maintenant permettent de faire du bêta-test, qu'on appelle du bêta-test, c'est-à-dire d'aller... souvent, à l'époque, voilà, on prenait des gentils humains qui étaient payés à tester les menus, de savoir est-ce que c'était intéressant, est-ce que c'était intuitif, est-ce qu'on comprenait bien, est-ce que voilà, machin. Et maintenant, en fait, c'est un travail qui est un peu laborieux, qui est long, qui n'est pas très intéressant. Et forcément, maintenant, les IA s'accaparent ce genre de compétences. Donc forcément, oui, maintenant, on fait tester les menus par des IA, de savoir en fait si le déplacement, comment il a accédé en fait à différents menus, ce qu'il a tout testé, parce qu'on a impliqué un comportement humain, et de voir en fait les travers justement d'un joueur lambda. Et ça, on peut le tester des milliers et des milliers et des milliers de fois. Et il faut bien savoir quelque chose, c'est que la donnée et la grande donnée, ce qu'on appelle la métadonnée, c'est ce qui va nous intéresser pour dégager des tendances. Parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est les tendances. En fait, c'est de savoir en fait, si à 80% on utilise bien le menu, ou à 60%, ou au contraire, c'est complètement à côté, à 20%. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? L'IA va nous faire des propositions pour dire, voilà, si vous déplacez ce bouton-là, si vous le changez de couleur, voilà, ça s'appelle, dans le site internet, ça s'appelait le gros hacking, et c'était des tests comme ça. Et maintenant, il y a des IA qui s'en emparent justement pour l'appliquer au site internet, mais aussi aux jeux vidéo et aux menus et à la navigation en règle générale sur internet. Et est-ce qu'on peut extrapoler en imaginant peut-être dans un jeu vidéo des menus qui pourraient s'adapter à différents joueurs, différents avec des goûts peut-être on sait qu'on peut customiser des fois certains hubs, mais aller plus loin aussi sur cet aspect-là? Complètement, et de toute façon, c'est un peu, les studios s'y mettent de plus en plus, mais c'est l'accessibilité à toutes les interfaces. Maintenant, vous avez des jeux pour les daltoniens, des jeux pour même des malvoyants. Donc, on est sur
justement un domaine qui est ultra enrichissant pour tous les publics, quels qu'ils soient, et qui puissent avoir accès aux jeux vidéo de la manière la plus directe possible. Donc oui, ils vont s'adapter et on aura des profils justement pour certains types de joueurs, voire même après, on peut se projeter un petit peu dans le futur, de savoir que quand un joueur sur Steam ou sur le Xbox Game Pass va se connecter avec un certain type de profil, il va avoir des recommandations, des jeux qui sont adaptés en fait pour lui, et les menus, quand il va arriver dessus, vont s'adapter directement à sa configuration. Et même pire que ça, c'est qu'il pourrait très bien, en fait, si le jeu détecte qu'il ne se sert pas suffisamment de telle ou telle interface qui pourrait lui simplifier la vie parce qu'il bute sur sur un boss, ou s'il ne fait pas assez de craft, ou si voilà, et il pourra très bien lui suggérer de mettre ça un peu plus en avant, ou de le rendre un petit peu plus accessible. Donc il y a tout un champ des possibles en fait, qui se situe à ce niveau-là pour l'adaptabilité des joueurs. Si on veut continuer à ouvrir sur les métiers créatifs, on tombe sur une profession qui a très peur de l'IA, ce sont les comédiens, et particulièrement les comédiens de doublage, parce qu'il y a aussi des innovations au niveau de l'intelligence artificielle pour prendre des voix et les traduire dans d'autres langues. Est-ce que tu peux nous parler de cette innovation et d'après toi, est-ce que la peur des comédiens est fondée, particulièrement les comédiens de doublage? Ouais, c'est un très gros sujet. C'est un très gros sujet parce qu'en plus, là, on est avec Donald Renew qui fait Conrad, donc c'est un mec génial en plus. C'est compliqué. Voilà, il y a Zelda aussi, la fille de Robin Williams, qui a fait une sortie là dernièrement justement en se disant ça lui faisait bizarre d'entendre la voix de son père décédé. Donc je comprends. Enfin, quand on parle par exemple avec Donald Renew, on s'aperçoit qu'il y a des traductions, en fait, ça leur prend énormément de temps, pas parce qu'en fait, ils font une traduction littérale des choses, parce que, évidemment, ils vont adapter à la culture du pays dans lequel ils traduisent, des références, ils vont s'apercevoir que ça ne matche pas, forcément, il y a tout un travail, et ils prennent des risques. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est prenez des risques. Ils vont prendre des risques, et c'est là-dessus que le comédien aura toujours une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va faire le truc bien, propre, voilà, mais elle va faire un truc peut-être puritain, un truc un peu voilà, chaud-froid. Quand un comédien va prendre le script, va voir le scénariste, ils vont travailler en doublage, ils vont dire que ça ne va pas, cette référence-là est pas bonne, il n'y a pas assez d'intention, ça ne caractérise pas bien le personnage. Ouais, mais t'es sûr parce que là, on est quand même à côté. Et voilà. Non, mais on va faire un truc cohérent. Et là, en fait, on va s'apercevoir que le comédien a une vraie valeur ajoutée et il est quasi irremplaçable en fait sur cette gestion du risque. Alors l'autre métier, bon, même si l'actualité était un peu anxiogène avec une grève des acteurs, mais des scénaristes. Et nous avons d'ailleurs des étudiants en scénario dans cette salle au premier rang, donc peut-être que voilà, les inquiétudes sont en première ligne aussi ici. Euh, Bien, il se pose des questions par rapport à cette IA. Bon, la grève est en cours de résolution actuellement et en faveur justement des scénaristes aussi humains. Mais on se pose aussi beaucoup de questions, parce qu'on a essayé là pour le coup ChatGPT. On lui dit écris-moi une histoire en 5 actes, en 3 actes, etc. Il y a des choses qui sortent. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est la fin des scénaristes? On exagère bien évidemment, parce qu'on a une sensation, mais comme Midjourney, c'est-à-dire très rapidement d'avoir un résultat. Est-ce que ce résultat est bon? Est-ce qu'il est applicable tel quel? C'est ça la question. Ou est-ce que ça reste un outil comme Midjourney pour les illustrateurs? Alors, il y a deux aspects. Premièrement, souvent, ChatGPT ou Midjourney, on ne sait pas s'en servir. En fait, on s'en sert un peu à l'ancienne. On attend un résultat très rapide. Alors qu'en fait, comme je l'expliquais, il faut l'éduquer. Il faut travailler avec lui. En fait, c'est pour ça que souvent, quand on dit qu'on a utilisé une intelligence artificielle, c'est faux. En fait, on coécrit, voilà, c'est un peu une sorte de co-auteur. C'est un, voilà,
il va nous nourrir. Et on doit le nourrir en fait en réponse. Et souvent, ce qu'on fait comme erreur sur ChatGPT, c'est qu'on va lui faire une requête un peu à la Google. Typiquement, écris-moi un scénario en 5 actes. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Déjà, il faut caractériser le ChatGPT. Je suis un scénariste, nanana, de la nouvelle vague. Donc là, déjà, il va comprendre en fait que il va se définir lui-même en fait. Avant de pouvoir répondre à un besoin, il va devoir se définir lui-même. Donc c'est ça qui est très intéressant avec ChatGPT, c'est que souvent on a des résultats pas terribles, mais parce qu'en fait on a des requêtes pas terribles. Mais bon, après les gens se disent ouais non ça va, c'est bon, on a encore le temps. Ouais mais non, faire attention à ça. Quand vous caractérisez en fait ChatGPT et que vous lui dites je suis un scénariste, je dois écrire un scénario, pour quelle destination du scénario en fait? C'est pour présenter et pitcher des producteurs, c'est pour convaincre une équipe de s'enfermer 6 mois ou 1 an en post-prod et que sais-je pour sortir un sombre énième film de zombies série Z. Donc, si vous voulez, il y a ça aussi, c'est qu'il faut arriver à définir en fait d'où il part et quel est son but. Et après, il y a tout un tas de, comme n'importe quel outil, comme Midjourney, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un tas d'outils et de phrases en fait un peu clés qu'il faut apprendre, comme n'importe quel logiciel, qui va permettre de challenger ChatGPT pour avoir des réponses beaucoup plus intéressantes, pour nous challenger aussi, pour nous dire, voilà, est-ce que vraiment tu veux aller dans ce côté de scénario-là? Donc en fait, on va se faire prendre un peu au jeu d'avoir l'impression de dialoguer avec quelqu'un. Et plus on va le nourrir, plus ça sera assez bluffant. Donc il faut faire attention justement à c'est bon, ChatGPT écrit vraiment des trucs pas terribles. Mais au-delà de ça, pour avoir toute ce conversationnel, enfin cette conversation avec ChatGPT, il faut avoir des bases d'écriture, des bases de scénario, faut avoir de la culture, il faut regarder les films, il faut regarder pas que les films. Enfin, il faut se nourrir et il faut créer sa propre écriture en fait. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est-à-dire que ce que vous pouviez mettre des années à écrire, bah là, vous pouvez l'écrire beaucoup plus rapidement en fait, et avoir des retours beaucoup plus rapides, le faire lire à d'autres, de voir tout de suite s'il y a quelque chose qui prend. Donc c'est tout à fait intéressant parce que je le vois plus comme si vous aviez un assistant qui écrivait avec vous et qui vous aidait en fait à écrire. Alors ouais, il est un peu génial, mais il est un peu bête aussi de temps en temps. Donc il faut le nourrir, il faut le corriger. Et pour pouvoir le corriger, eh ben, il faut savoir aussi là où on veut aller et ce qu'on veut écrire. Bon, ça reste globalement rassurant. Oui, c'est plus rassurant. Mais en fait, ce que moi j'entends, c'est que vraiment, il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux. Enfin, et surtout que l'utilisateur, bah, il ait la culture, qu'il ait une formation des fois traditionnelle, qu'il ait tout ça. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on ne serait pas capable de voir en fait ce qui fonctionne. En fait. Vous allez mettre ça dans une boîte de Pandore, vous allez secouer, vous allez avoir un joli truc, que ce que vous croyez que c'est joli. Vous n'aurez aucune réponse quand vous allez démarcher ou quand vous allez essayer de pitcher. Si vous arrivez jusqu'au pitch, les gens en fait, vont vous jeter parce qu'en fait, il y en aura 3000 scénarios comme ça, insipides, absolument sans saveur, et pourtant vous êtes persuadé que c'est vachement bien. Et je pense que c'est pour le meilleur en fait. Donc si on veut un côté positif, c'est justement vous avez beaucoup de chance en fait d'arriver pile poil au moment du changement de paradigme, de pouvoir d'en faire une force en fait et de ne pas le subir. Donc c'est un outil, si on synthétise, qui va nous aider à franchir un cap. Peut-être, je vulgarise encore, comme Photoshop est arrivé, on disait c'est la mort des photographes, et non, c'est un outil maintenant que tout le monde utilise et ça n'a pas tué le métier, donc tout va bien. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un outil très puissant, qui est arrivé sans qu'on soit réellement préparé. C'est arrivé un peu comme ça. Alors la question, c'est est-ce que c'est pas un outil qui est arrivé aussi trop vite, à la portée de tous, sans qu'on soit véritablement initié d'une certaine manière? C'est arrivé vite, c'est arrivé très vite, peut-être trop vite au grand public. Voilà. C'est plus ça, c'est-à-dire que maintenant, on se fait un peu vampiriser par les images qu'on voit de, j'en sais rien moi, le pape François en doudoune, Balenciaga, Macron dans les
manifestations, enfin des trucs comme ça. Donc souvent, en fait, on a nos parents qui viennent nous voir en nous disant « Ah, c'est Midjourney, c'est le diable et tout, on va faire des fake news et tout ça ». Par contre, nous, les pros, forcément, comme c'est arrivé quasiment au même moment dans le grand public et pour les pros, forcément, voilà, on a un peu de... On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais on essaie de rattraper ça. C'est justement pour ça que je suis ici ce soir. C'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on s'en sert vraiment pour être créatif. Voilà, ce n'est pas juste piller le travail des illustrateurs et essayer de faire des vues sur YouTube, quoi. Bah, oui, moi, quand j'entends tout ça, ça me fait penser à une période aussi où on faisait que de la 2D. On travaillait sur des NES, des Super NES, des Master System, des Mega Drive. Et quand on a vu la 3D arriver, tout le monde a eu très très peur. Et on s'est dit, c'est fini, il n'y aura plus jamais de 2D. C'est terminé. Maintenant, on va passer à la 3D, on va faire que de la 3D. Puis il y a la PlayStation qui est arrivée, qui nous a dit, oui, effectivement, on va faire de la 3D, plein de 3D. Puis vous voyez qu'aujourd'hui, la 2D, elle est toujours ultra présente, et même presque encore plus, hein, on pourrait dire, hein, les jeux indépendants et tout ça, ils sont en 2D. Voilà, il y a de la 2D, ça continue, et c'est de plus en plus performant même. La 2D, elle est de plus en plus jolie, de plus en plus, parce que la technique évolue. Mais moi, je compare souvent à ça, c'est que je vois la 3D, ça a été le diable aussi quand c'est arrivé, hein. Mais c'est là où, voilà, c'était pas au niveau du public, c'était qu'au niveau des professionnels. C'était pas pareil. Alors, malgré tout, on pourrait parler de cadre juridique quand même, parce que si on se réfère à nouveau à la grève des acteurs et des scénaristes, donc là, un accord est trouvé. Et parmi cet accord au niveau des scénaristes, c'est qu'il y a un cadre juridique sur la place de l'IA dans l'écriture scénaristique et de l'auteur. Et là, ce qui est pour l'instant dans le début de texte qui émerge, c'est le fait que, surtout avec leur structure syndicale, un scénario ne pourra pas avoir cette appellation de scénario pour être produit en studio s'il a été intégralement ou en grande partie écrit par une IA. Il faudra absolument que ce soit un outil au service d'un auteur qui soit clairement identifié. Donc ça, c'est un cadre qu'ils ont mis en place, en tout cas qu'ils sont en train de commencer à mettre en place. Est-ce que d'après toi, c'est la bonne direction, c'est-à-dire de mettre en place des cadres juridiques comme ça pour encadrer l'utilisation de l'IA? Obligatoirement. Sans cadre juridique, forcément, vous allez avoir des instincts financiers qui vont forcément prendre le pas pour se dire comment est-ce que je fais pour produire moins cher. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Ils sont pas altruistes, ils sont pas là pour sauver le monde, ils sont là pour voilà. Et souvent ces gens-là sont pas là pour la beauté de l'art, donc ils sont plus là pour faire de l'argent et voilà. Donc forcément, eux, s'ils arrivent à avoir un coût de production moindre, ils vont s'enfourner dedans. Donc ça, c'est obligatoire qu'il y ait un cadre. De toute façon, sur cet aspect-là, ça c'est une première chose. Sur les images générées, par exemple, par Midjourney, il faut bien savoir quelque chose, c'est que pour le moment, aux États-Unis, on ne peut pas déposer de copyright. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 cours là, qui ont statué. Donc là, c'est très simple. C'est que si vous créez un personnage par une intelligence artificielle, n'importe qui aux États-Unis peut vous le prendre, en faire des mugs, et vous ne pouvez pas revendiquer en fait cette propriété. En France, c'est différent. En France, ça s'adapte un peu à chaque pays. C'est-à-dire, c'est un peu une myriade, donc c'est pour ça que c'est un peu le Far West. En France, c'est celui qui a généré l'image qui est propriétaire de son image. Donc normalement, voilà. Mais encore une fois, souvent la législation, elle est comme nous en fait. C'est-à-dire que ça a débarqué il y a 1 an, ils ont fait waouh, et ils n'ont pas compris en fait ce qui s'était passé. Donc forcément, ils courent derrière pour attraper leurs petits en essayant de se dire comment est-ce que je vais faire pour réguler tout ça. De toute façon, ça va se faire dans le temps. Il y aura forcément des pots cassés, ça va être un peu compliqué. Mais oui, c'est obligatoire, c'est important. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est que la législation évolue en fonction aussi de la technologie. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle, ils ont réussi à trouver un accord là maintenant avec cette intelligence artificielle-là. Mais dans 6 mois ou dans 1 an, ça ne sera pas la même intelligence artificielle, ça sera pas les mêmes, ça sera peut-être beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, comme j'expliquais tout à l'heure. Comment arriver à prouver que ça a été fait par une intelligence artificielle ou pas? Bon, il y a du rétro-engineering, ce qu'on appelle comment arriver à calculer, de savoir si une image ou pas, elle est faite par une intelligence artificielle grâce, encore une fois, à la prédictibilité et à la probabilité.
Donc on scanne une image et on se dit, ah bah, tiens, cette image-là, il y a une forte chance, il y a 80% de chances que ça soit fait par de l'intelligence artificielle. Après, comment est-ce que vous voulez faire? Puisque maintenant, on peut mixer les intelligences artificielles. C'est-à-dire que je crée un personnage, je fais du concept art sur Midjourney. Je prends cette image-là, je l'envoie dans Stable Diffusion pour faire du posing avec le système des Bones. Puis après, ce que je fais, c'est que je le mets dans Photoshop. Et maintenant, enfin, c'est dans le nouveau maintenant, mais avant, j'utilisais la bêta, c'était Firefly. Et je fais du contenu génératif dans Photoshop. Bonne chance pour savoir, parce que justement, c'est que ça va être multi-protéiforme, donc forcément, ça va être très très compliqué pour savoir ce qui a été fait par une intelligence ou pas. Voilà. Donc là, ça ouvre des pans entiers un peu vertigineux, mais en tout cas, c'est bien qu'il y ait un cadre. Justement pour réguler un petit peu tout ça et que ça ne soit pas le Far West pendant des années. Et une dernière question avant de vous donner la parole pour synthétiser nos échanges. On lit, et je pense que c'est une forme de vérité, même si on ne peut pas se positionner comme vérité absolue, que l'IA va malgré tout faire un peu de dégâts dans certains métiers. Ça paraît inévitable, mais comme toute révolution d'une certaine manière. Mais aussi que en contrepartie, c'est une technologie, c'est un outil qui va générer aussi des emplois. Donc on va en perdre et on va en gagner. Est-ce que d'après toi, là, dans le rapport, dans la balance, est-ce que le positif va l'emporter sur le négatif, en tout cas à cet instant? Alors, j'étais assez dubitatif sur quand j'ai un peu étudié le truc, et c'est vrai que souvent on fonctionne très franco-français, très européen. Alors j'ai envie de dire oui, la balance sera équilibrée, non, pas que en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences qui vont partir à l'étranger parce que la législation est plus souple, parce que les entreprises et les studios qui sont capables de se réinventer. En France, on est peut-être un peu plus, on sera un peu plus protégé, certes, mais le changement va être un peu plus compliqué, donc ils vont se faire potentiellement aspirer par d'autres pays. Donc oui, il y aura un déficit sûrement en France, donc à voir en fait, est-ce qu'il ne faudra pas bouger, aller voir d'autres pays et justement prendre des compétences dans d'autres pays, revenir après, créer quelque chose aussi en France, parce que c'est un peu la France qui nous a formés, donc aussi de lui rendre ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est que à niveau mondial, ça va créer des emplois, plus d'emplois que ça va en détruire. Maintenant, au niveau franco-français, je ne pense pas. Très bien, merci. On va maintenant se tourner vers vous. On va se tourner aussi vers le chat de Twitch. Donc, notre modérateur va nous rejoindre pour nous remonter les éventuelles questions. Donc, je me balade dans la salle. Vous levez la main si vous avez une question à poser à notre invité. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'impact que ça va avoir sur l'industrie. Est-ce que l'IA, finalement, elle va avoir un impact surtout sur les gros studios, parce que vous parliez de prise de risque et je ne veux pas être méchant, mais est-ce que c'est pas surtout ces gros studios-là qui prennent moins de risques que les plus modestes qui vont surtout s'en servir? Ou est-ce que ça va vraiment être très global? Et est-ce que le public, vous pensez, va l'accepter? Parce que moi, j'ai l'impression que globalement, il est plus réfractaire. Après, c'est peut-être juste ma vision, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être plus réfractaire à l'IA. Donc, est-ce que le public va vraiment accepter que, au final, ça soit si prédominant dans une production? Voilà. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ouais, les gros studios sont pas. Forcément, va avoir un shift qui va se passer entre les studios indépendants, sur ceux qui justement font de la gestion de risque, et les gros studios justement qui ne vont pas faire de ça. Donc, je pense que les gros studios vont se servir de manière un peu cachée et dissimulée des IA. Ils ne vont pas le dire, parce qu'ils ont déjà eu des tollés avec les NFT et ce genre de trucs. Donc, je pense que là, maintenant, les marketeurs dans les gros studios, ils font un peu attention avant de pousser de nouvelles techno. Mais ils vont s'en servir parce qu'en termes de gains de production, c'est absolument énorme. Donc, forcément, ils vont s'en servir, mais de manière un peu dissimulée.
mais ils vont pas vouloir aller jusqu'au risque d'être disruptifs au point de baser tout un jeu sur de l'intelligence artificielle. Voilà. Pour en discuter avec des gens de chez Ubi, pour ne nommer qu'eux, ils ont déjà à l'heure actuelle de la R&D justement pour faire des jeux sur ça, mais ça reste de la R&D, c'est-à-dire que c'est vraiment pas grand-chose par rapport à ce qu'ils dépensent pour leur AAA. Ils ont des bilans comptables à défendre, ils peuvent pas en fait se permettre ce genre de shift. Et les seuls qui pourront faire ça, je pense, ce sont des petits studios indés, justement montés avec voilà, 4-5 personnes, produits par Devolver pour ne nommer que, autofinancés, crowdfunding, voilà, avec une belle communauté qui s'agrège autour, mais qui a une promesse pour l'intelligence artificielle en fait, d'être disruptif et d'apporter quelque chose. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, si vous servez de l'IA pour faire ce qui existe déjà, en fait, forcément, ça peut être que déceptif. Ça peut être que des craintes de se dire ah, bah, vous remplacez en fait ce qu'on fait déjà par de l'IA. Et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'IA, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est-à-dire des jeux auxquels vous ne penseriez même pas. Des jeux avec des gameplays qui se renouvellent quasiment constamment, qu'on n'a pas encore inventé. Et pour ça, il faut être extrêmement disruptif. Il faut tout repenser la chaîne de production, la chaîne de création. Et ça, aucun gros studio AAA qui met 50 ou 100 millions sur la table peut se permettre de faire ça. Voilà. Nous avons une nouvelle question dans le chat Twitch. Est-ce qu'on ne risque pas justement de perdre la patte, le style graphique, l'identité des artistes avec les IA? Si c'est sur une base de données, est-ce que ça risque pas de devenir redondant au bout d'un moment? Et au contraire, au lieu de sortir de leur zone de confort, les gens se limiteraient à l'IA? Ce qui va être intéressant, et oui, je l'accorde, c'est qu'on va faire des trucs un peu... ça va s'appauvrir. Mais la globalisation appauvrit énormément de choses et en même temps apporte quelque chose, des singularités. Et on s'aperçoit que dans tous les mouvements artistiques, en fait, ils se créent en opposition. Donc oui, il y aura un certain appauvrissement, mais ça va créer quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Voilà. Et je reste persuadé que l'intelligence artificielle, de toute façon, elle est tellement nourrie d'éléments disparates que ça crée des accidents qui sont hyper intéressants. Enfin, moi, sérieusement, j'ai été souvent plus provoqué que déçu par ce que je crée en intelligence artificielle. Alors oui, il y a des trucs mainstream, je vous ai montré des trucs mainstream, du comics, des jolis décors à l'aquarelle et tout ça. Mais en fait, au final, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des artistes ou des artisans de l'image qui le font déjà, en fait, qui le font très bien, mais ça révolutionne pas le monde artistique. Voilà. Alors oui, on dit que c'est des artistes, ouais, ils font des trucs jolis, ça fait des jolies images. Mais bon, pour moi, des artistes, c'est des gens qui provoquent, qui créent quelque chose qui ne s'est jamais vu et qui sont en opposition, qui apportent quelque chose de complètement novateur. Et ça s'étudie en histoire de l'art. On s'aperçoit justement que les artistes, c'est des gens qui ne font pas des choses au début. Souvent, leur art n'est pas reconnu. C'est rare quand un artiste est reconnu de son vivant. Donc ça prouve bien qu'il apporte quelque chose de disruptif. Et peut-être qu'on arrive justement à ce moment-là où on ne sait pas encore ce que ça va créer, mais ça va créer quelque chose de disruptif, où au début, ça ne sera pas accepté. Au début, ça sera même rejeté. Et après, ça va devenir la norme. Et puis, on passera à un autre mouvement. Bonsoir. Vous avez expliqué que pour vous servir de votre IA, vous vous servez de différentes images pour faire une banque de données. Et après, vous procédez à un photobashing. Et moi, ma question, c'est comment vous faites pour créditer les artistes, les photographes, les concept artistes ou les 3D artistes qui ont généré ces images pour fournir la banque de données de l'IA? Cette question, elle est légitime. Mais on ne pourrait pas les créditer, en fait, tout simplement parce que ça serait des millions et des millions de gens à créditer. Puisque, en fait, quand on génère une image, ce que vous faites comme référence, là, c'est par rapport à la spoliation en fait, d'un style bien particulier. Mais ça serait identique que... là, on retombe dans un domaine de plagiat, c'est-à-dire de définir 7 erreurs entre 2 images ou entre 2 concepts pour arriver à établir le plagiat. Et dans ce cas-là, ça peut être fait, juridiquement, c'est faisable, mais c'est très compliqué.
Donc pour le moment, en fait, on attend une législation à ce niveau-là. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être un petit peu, je pense que ça va arriver un peu comme un modèle à la Spotify ou à la Deezer, et c'est pas forcément bon. Ça sera bien, mais ça sera pas forcément bon. C'est-à-dire que les artistes vont être rémunérés en fonction des écoutes sur Spotify, et ça va être la même chose sur les bases de données. C'est-à-dire que les artistes qui vont être le plus utilisés sur les bases de données vont être les plus rémunérés. Donc en gros, il va y avoir un écart qui va se creuser absolument énorme entre les grands noms du domaine, de photographes ou les grands artistes qui ont déjà une renommée internationale, qui vont être dans des bases de données et qui vont donner leur accord. Et moi, je pense que ça va être un peu ce modèle économique-là qui va être fait. Mais voilà, c'est un peu ma prédiction pour le moment, mais je ne peux pas en certifier. Bonjour. Donc j'avais une question principalement parce qu'on a parlé de la création du coup de l'IA qui aide à la création, notamment de scénarios. Mais ici, j'aimerais parler aussi de sélection. Les scénarios sont envoyés des producteurs qui lisent et qui choisissent principalement ce qu'ils vont produire. Est-ce que l'IA pourra un jour remplacer ça, choisir à la place d'un producteur un scénario selon un taux de je ne sais quoi? Oui, oui. Yes. C'est horrible à dire, mais ça va être des modèles économiques de Netflix qui va se dire, bah voilà, moi j'ai des métadonnées, je sais exactement ce que les gens aiment regarder. Voilà, et il va falloir faire sortir un certain nombre de films de Noël, sortir un certain nombre de courts-métrages, sortir dans un tous certain les nombre- genres. Et même pire que ça, c'est que au final, on choisit avec sa télécommande. Si vous êtes des milliers et des milliers à regarder des films un peu alternatifs, sombres, obscurs, d'un cinéma coréen un peu disruptif, tous les scénarios qui seront validés d'un coup seront un peu dans cette mouvance-là. Donc, on vote avec sa télécommande aussi. C'est horrible à dire, mais s'il n'y a pas de public, ils ne vont pas aller dessus. Et forcément, les grandes plateformes, on en revient aussi à la dépendance. Si vous êtes tous sur Netflix et que vous arrêtez d'aller au cinéma d'art et d'essai ou aller voir dans les festivals des courts-métrages et qu'il n'y a plus de public pour ça, ça va appauvrir la création. Donc c'est à vous aussi de promouvoir votre art, en fait, à emmener vos potes, à leur faire découvrir des cinémas alternatifs et pas que le dernier Indiana Jones ou Spider-Man. Voilà. Très bien. Merci à toutes et à tous pour toutes vos questions qui ont été bien nourries. Merci Xavier, quand même, tu as répondu à beaucoup d'interrogations. Et bien écoutez, on peut t'applaudir quand même très fort. Vraiment, merci beaucoup, c'était très éclairant. Et si vous pouvez garder un peu d'énergie, est-ce que vous pouvez applaudir à tout rompre l'équipe qui est quand même derrière la réalisation de cette masterclass? Ils ont donné le maximum, vraiment dans des conditions très très rapides, raides. Ils ont été très efficaces, donc merci à eux. On passe le bonjour au campus 3IS de Bordeaux, Lyon, Nantes. Et on vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous qui va arriver très vite et qui devra aborder le thème du cinéma. Voilà. Merci, au revoir. Merci.